De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine où nous allons décrypter l'actualité de la RDC ainsi que du monde. Nous allons commencer avec notre tout premier thème, à savoir Goma. Comme vous le savez, des attaques des M23 soutenues par le Rwanda ont été faites sur Goma et cela a provoqué des morts, cela a provoqué des déplacés et malheureusement, nous avons perdu sur le champ d'honneur le général-major Peter Chirimwami, qui était le gouverneur militaire du Nord Kivu. Décédé, est-ce un attentat? Est-ce une trahison? Nous allons décrypter cette première partie de l'actualité avec Maître Freddy Toumba Nyangwile depuis Saint-Louis à Missouri. Nous sommes en connexion avec lui en ligne ici dans l'État du Texas et nous saluons Maître Freddy Toumba Nyangwile. Maître Freddy Toumba Nyangwile, nous vous saluons. Mes salutations à vous, M. Katende, et à tous les téléspectateurs. Mais nous avons eu la vraie version de la part des autorités de la RDC. Le porte-parole de l'armée congolaise a expliqué que le général-major a été atteint par une balle d'un sniper. Sans plus tarder, pour commencer nos échanges, nous allons suivre ce débriefing qu'il y a eu entre Julien Paluku, le ministre de la Communication, Mouyaya, ainsi que le porte-parole des FARDC. Suivons et revenons après. Nous avons signé un pacte avec la mort, puisque nous mourrons pour la République, et c'est notre devoir de mourir pour que le peuple congolais soit en paix, pour que le peuple congolais puisse vivre dans la sérénité. Et celui qui vient de nous quitter, c'est un brave officier. Un officier dont la bravoure est sans égale. Je le connais pour l'avoir côtoyé sur le terrain. Moi en tant que communicateur, lui en tant que responsable des opérations. Et je vous dis qu'il a échappé à la mort. Il a échappé plusieurs fois à la mort. On a comptabilisé 24 fois. Il a échappé 24 fois. Ce qu'il a connu, mais pour la 5e fois, il nous quitte, arme à la main. Il est tombé au champ d'honneur et c'est un véritable héros qui nous a quittés parce que lui, il ne reculait pas devant le danger. Et c'était l'ennemi juré des Rwandais. Et je suis sûr qu'ils sont en fête aujourd'hui parce qu'il est parti. Mais lui, il est parti. Mais les Congos restent, les Congolais restent et nous allons continuer son œuvre. Voilà, lorsqu'un héros d'ailleurs décède dans des circonstances sur le champ de l'honneur, plusieurs autres héros naissent. Général, est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire quelles ont été les circonstances, sans évidemment aller dans les détails, quelles ont été les circonstances qui ont conduit à son décès? Il était gouverneur militaire du Nord Kivu et quand la situation s'est empirée du côté de Mumbambiro et de Saké, il était obligé d'aller accompagner les commandants de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes qui étaient au front, qui stoppaient l'avancée de l'ennemi et qui l'ont fait reculer. Et c'est dans ces entrefaits que les snipers de l'armée rwandaise l'ont identifié, ils ont tiré sur lui. Et lorsqu'il a été atteint, il y a ses gardes qui ont essayé de le secourir. Il y a un qui est tombé avec lui et deux autres qui sont blessés, qui sont aujourd'hui soignés dans les hôpitaux, dans les formations médicales spécialisées. Voilà le contexte dans lequel notre brave officier général, le général-major Chirimwami Kuba Peter, gouverneur intérimaire du Nord Kivu, nous a quittés. De retour sur ce plateau, nous sommes en train d'échanger avec Maître Freddy Toumba Nyangwile. Maître Freddy Toumba Nyangwile, vous avez suivi Patrick Mouyaya, accompagné du porte-parole des FARDC. Le gouverneur intérimaire militaire du Nord Kivu a été touché par une balle des snipers. Mais Maître, notre toute première question avec les téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde,
quelles sont vos impressions sur la situation qui arrive à Goma? Oui, nos impressions sont les impressions d'inquiétude et de désolation. Parce que la province du Nord Kivu est victime d'une série d'attaques des groupes armés. Mais jusque-là, le groupe qui est mis en avant, c'est le groupe de M23. Et dans ces groupes armés de M23, que le gouvernement, que moi aussi, j'adhère à cette appellation terminologique que l'on qualifie de terroristes, ils sont appuyés par les forces rwandaises. Donc, nous ne savons pas exactement qu'est-ce qu'ils en veulent au pays. Et dans l'entretemps, puisqu'il s'agit d'une situation qui est en train de déranger et qui est en train de menacer la paix et qui est allée même jusqu'au niveau des ruptures de la paix, parce qu'actuellement, il y a vraiment une rupture de la paix au niveau de cette province-là. Alors, les Nations Unies, à travers l'Union africaine, avaient désigné un médiateur pour cette fin-là. C'est le président angolais, Joao Lourenço, qui a pratiquement essayé de mettre sur une table les présidents congolais et les présidents rwandais. Si pas les deux présidents, mais d'abord les équipes d'avance. Donc, les ministres congolais des Affaires étrangères et les ministres rwandais, de temps à autre, pour évoluer. Parce que pour la République démocratique du Congo, la thèse qui est acceptée mondialement, c'est que les M23, c'est une coquille vide et qu'en réalité, c'est M. Paul Kagame ou si pas le Rwanda qui est en train d'agir en République démocratique. C'est un peu d'identifier l'acteur principal du M23 qui est M. Paul Kagame, mais vous avez vu que les choses ont évolué dans le sens de la diplomatie pour trouver une solution définitive, parce que toutes les raisons avancées par cette fameuse coquille vide de M23 avec M. Paul Kagame ne tiennent pas la route. Alors, vous avez suivi vers la fin, à la toute dernière réunion où les deux présidents devraient se rencontrer, le président rwandais a brillé par son absence. Mais les rapports des Nations Unies, les rapports de la République démocratique du Congo attestent clairement, et c'est même les médiateurs laissés, qu'il y a les forces rwandaises, les RDF qui combattent sur le sol congolais, et plus d'une fois les appels ont été lancés pour retirer, que le Rwanda puisse retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. Et jusque-là, il n'y a pas de résultats. Et voilà, la République démocratique du Congo a beaucoup plus compté dans la diplomatie parce qu'il s'agit d'une question qui menace la paix et qui est allée même jusqu'au niveau de rupture de la paix pour le moment. Alors, c'est en réalité les Nations Unies qui pilotent de pareilles opérations, qui prennent les devants à travers le Conseil de sécurité. Mais malheureusement, sur le plan diplomatique, ça semble... il y a eu une mauvaise foi de la part des Rwandais, il faut être clair. Et de l'autre côté, sur le front militaire, il y a eu des attaques répétées, mais je tiens aussi à rappeler que toujours, cette fois-ci, à la demande des États-Unis, un accord de cessez-le-feu avait été signé. Mais il n'est pas respecté parce que là, maintenant, les M23 et le Rwanda bombardent même les chars de la MONUSCO. Vous avez vu un char de la MONUSCO bombardé et même il y a des morts au sein des agents de la MONUSCO. Les militaires de la MONUSCO sont tombés. Vous avez même la force régionale africaine qui est là pour assister. Ils ont subi des pertes et on spécule même autour de 7 morts. Est-ce que le Rwanda veut passer à la vitesse maximale par rapport à sa visée à l'Est? Et encore à l'idée qui a abouti à la création des Nations Unies. Vous savez qu'avec la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, les États ont tiré les leçons de cette situation macabre et a voulu
ont voulu de commun accord qu'il n'y ait plus de situations pareilles et on a mis sur pied ce que l'on a appelé la Société des Nations. La Société des Nations a montré ses limites parce qu'il y a eu encore une guerre, une guerre autour des années 40. Alors, c'est ce qui a fait que l'on puisse créer les Nations Unies pour corriger les erreurs de la Société des Nations. Alors, les Nations Unies ont une mission essentielle. Si vous allez dans la Charte des Nations Unies, tout est dit clairement, mais particulièrement dans le chapitre 7, où l'on parle des situations qui peuvent entraîner la menace de la paix, rupture de la paix ou acte d'agression. Vous verrez que cette charge revient aux Nations Unies à travers le Conseil de sécurité de réguler. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des questions qui menacent la paix, ce sont les Nations Unies qui prennent cet engagement d'intervenir en premier. Vous comprenez? Mais ce que nous déplorons dans la situation de la République démocratique du Congo, c'est le fait que cette communauté internationale, ces Nations Unies, ou ces Nations Unies plutôt, semblent vraiment ne pas agir en conformité avec la charte qui est l'acte fondateur même des Nations Unies. C'est ce qui nous étonne jusque-là. Évidemment, la République démocratique du Congo, en tant qu'un État souverain, a aussi sa part au regard de la Constitution face à cette crise de réagir. Mais la réaction de la République démocratique du Congo, c'est une réaction de légitime défense. Parce que la République démocratique est envahie en son sein. Et nous avons une armée qui agit et nous avons fait même appel à la SADC, qui est une communauté régionale à laquelle la RDC fait partie. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est cette hypocrisie de la communauté internationale qui semble garder silence. Il y a des appels, donc il est clairement démontré aujourd'hui. Et ces rapports, ce ne sont pas des rapports qui viennent d'ailleurs. Ce sont les experts des Nations Unies qui ont à plusieurs fois dégagé des rapports qui attestent clairement la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Et cette communauté internationale les constate et demande aux Rwandais de se retirer ou demande au président rwandais de retirer ses troupes sur le sol congolais. Mais malheureusement, ces appels ne sont pas respectés et nous nous posons la question, jusqu'à maintenant là, il n'y a toujours pas de sanctions parce que la Charte des Nations Unies est claire. Il y a des étapes quand il y a menace de la paix, quand il y a rupture de la paix, ou même quand il y a acte d'agression comme la République démocratique du Congo en est victime. Mais c'est ce que nous ne comprenons pas. Et vous avez vu, il fallait qu'il y ait un vaillant soldat congolais en la personne du gouverneur militaire qui tombe sur le champ de bataille pour qu'on nous dise qu'il y a une réunion soi-disant extraordinaire pour statuer sur le sort de l'État congolais. Donc nous pensons que cette communauté internationale, elle est hypocrite, elle ne joue pas son rôle. Les Nations Unies ne jouent pas leur rôle et je vous le rassure que les Nations Unies payeront un jour à travers ces autorités. Une agression systématique et coordonnée contre la République démocratique du Congo par le Rwanda. Monsieur le Président, distingué membre du Conseil, le processus de Luanda, conçu pour offrir un cadre de résolution pacifique, a été saboté par l'intransigeance du Rwanda. Chaque engagement pris à Luanda a été piétiné, à commencer par le cessez-le-feu du 4 août. Aussi, depuis l'établissement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma le 5 novembre 2024, le Rwanda n'a jamais envoyé ses 3 experts militaires pour superviser la mise en œuvre du dit cessez-le-feu. Rappelez-vous, lors de notre dernière réunion du 8 décembre dans cette salle, le représentant permanent du Rwanda avait affirmé que les experts étaient en route pour Goma. Aujourd'hui, 82 jours plus tard, ils ne sont toujours pas arrivés. Le 15 décembre, le Rwanda a sciemment saboté le sommet convoqué par le facilitateur du processus de Luanda, son Excellence João Lourenço, en ignorant son invitation. Et le 23 janvier, le président du Rwanda a surpris le monde entier en sollicitant la médiation de la Turquie, s'éloignant ainsi des principes de solutions africaines aux problèmes africains. Malgré ce mépris
flagrant affiché par le Rwanda pour le processus de Luanda, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée et réitère sa confiance en son Excellence João Lourenço. Ce processus, endossé par l'Union africaine, demeure le seul cadre légitime pour une solution politique au conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce cadre, exclusivement interétatique, ne saurait inclure des acteurs non étatiques ni les élever au même rang que des États souverains. La République démocratique du Congo rejettera toute tentative d'inclusion du M23 dans le processus de Luanda, l'orientant plutôt vers son cadre légitime, le processus de Nairobi, sous la facilitation de son Excellence Uhuru Kenyatta. La République démocratique du Congo renouvelle toute sa confiance en lui et rejette toute tentative visant à diluer les efforts de la médiation. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, malgré les alertes répétées du gouvernement congolais depuis 3 ans, ce Conseil est resté passif. Ce Conseil ne peut se contenter de déclarations de préoccupation ou de rester simplement saisi de la question. Son mandat, son devoir est de protéger la paix et la sécurité internationale, de défendre la vie humaine sans distinction d'origine, de race, de religion ou de genre. Ce Conseil est le garant de l'espoir et de la foi en des jours meilleurs, des jours de paix, de développement et de prospérité. C'est pourquoi nous appelons ce Conseil à agir de manière décisive et immédiate, conformément aux preuves accablantes fournies par le dernier rapport du groupe d'experts. Voici les actions concrètes que nous exigeons. Le Conseil de sécurité doit ordonner immédiatement la fin des hostilités par le Rwanda et exiger le retrait immédiat des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Le Conseil de sécurité doit imposer un embargo total sur les exportations de tous les minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, afin de mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité doit révoquer immédiatement le statut du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux missions de paix des Nations Unies. Il est inconcevable que ce même pays qui contribue aux missions de la paix des Nations Unies est celui qui participe maintenant, activement, directement, aux attaques contre les soldats de la paix. Le Conseil de sécurité, finalement, doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par les États membres ou des entités privées. Cela garantira que ces armes ne soient pas utilisées pour équiper des groupes armés sous embargo tels que le M23. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, ce Conseil est à un tournant majeur. L'indécision et l'inaction ne peuvent plus être tolérées face à une crise qui menace de plonger notre pays et la région dans un chaos absolu. Chaque jour de retard alimente l'agresseur et affaiblit les principes mêmes qui fondent cette organisation. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le peuple congolais nourrit une aspiration profonde, celle de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer activement aux côtés des nations du monde à un ordre international fondé sur le respect du droit et des principes de justice. Cette aspiration ne sera pas étouffée. Nous vous demandons d'écrire une nouvelle page de courage et d'engagement, une page où les valeurs du multilatéralisme et de solidarité priment sur l'indifférence et le calcul. L'histoire se souviendra de vos décisions aujourd'hui, comme elle se souviendra de notre lutte incessante pour la paix, la dignité et la souveraineté. Et à ceux qui oseraient justifier l'injustifiable, nous disons ceci, il n'y a aucune place dans ces salles dédiées à la paix mondiale pour des discours qui cherchent à excuser le péché impardonnable de sacrifier des vies innocentes. Le respect dû aux centaines de milliers de vies en jeu exige le silence face à l'évidence. Face à l'adversité, le peuple congolais se distingue par une résilience, une dignité et une détermination qui imposent le respect. Ce courage exemplaire, porté par le désir
de vivre en sécurité, de bâtir un avenir prospère et de contribuer à un ordre international juste témoigne de la grandeur du Congo. Cette force inébranlable ne sera jamais brisée. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence, Madame Kaikwamba Wagner, pour son intervention. De retour sur ce plateau, nous recevons pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile depuis Saint-Louis en Missouri. Il est avec nous dans ce numéro. Quel honneur la République démocratique du Congo devrait accorder au général-major tombé sur le champ d'honneur? Oui, nous sommes d'accord et nous encourageons la République démocratique du Congo d'honorer ces vaillants combattants, ces grands Muzalendo qui est tombé sur le champ d'honneur. Nous citons la personne du général-major Peter Chirimwami Kuba. Puisque les Congolais connaissent les atrocités de l'armée rwandaise sur le sol congolais. On en a vécu lors de l'AFDEL, on en a vécu lors des différentes guerres qu'il y a eu et qui nous ont amené les différents brassages qui n'ont pas fait avancer le pays. Et ils sont en train de saboter, de tuer, ils sont en train de s'aimer la désolation. Mais ces gouverneurs militaires, dans l'intérêt de la nation, pour rassurer les peuples, les gomatraciens, pour les rassurer que ne vous en faites pas, l'armée loyaliste, malgré la trahison de la communauté internationale, est en train de vous défendre. Il a pris le risque d'aller au front, à la ligne de front. Et les images, nous tous, nous avons vu cela il y a un jour avant sa mort, et nous avons été contents. Parce que quand on disait Goma est tombé, mais lorsque ces vaillants soldats s'est transportés au front, sur le champ, sur la dernière ligne de bataille, il a remis de l'espoir dans les chefs du Congolais. Et suite à cet acte de bravoure, il reçoit les balles de l'ennemi, les balles de l'armée rwandaise opérant sur le sol congolais. Et c'est dans ces conditions que nous avons perdu ces vaillants soldats, gouverneurs militaires dans une province sous état de siège, et représentants directs des chefs de l'État. Donc, ce n'est pas une mince affaire. C'est un monsieur qui a pris les risques. Voilà pourquoi nous disons que la République démocratique du Congo, unie comme un seul homme, doit respect et honneur à ces vaillants de soldats. C'est un héros et nous devons le célébrer. Nous devons célébrer cet héros-là dans les années à venir. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire,
ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés, et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol
leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Wazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République
notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Nous passons à notre second sujet de notre entretien, décryptage en ligne entre l'État du Texas et Missouri, où nous allons parler d'un second sujet, la prétendue interpellation de l'homme d'affaires congolais Eric Mandala. Quand une personne que l'on considérait aider la société est tombée comme ça et voir dans les réseaux sociaux directement tirer sur lui, est-ce que quelque part, nous les Congolais, nous manquons la compassion, nous attendons que quelqu'un puisse trébucher pour pouvoir les envoyer des invectives, le juger? Merci, M. Katende, pour cette question qui fait tourner la toile depuis que cette interpellation est arrivée au niveau de l'Espagne, de cet homme d'affaires congolais qui est un jeune qui n'est plus à présenter parce qu'on le connaît. Nous, en ce qui nous concerne, nous disons que, M. Eric, il est connu comme homme d'affaires congolais, un jeune qui a donné de l'emploi à plusieurs Congolais et qui excellait dans ses affaires. En ce moment où il est interpellé, nous, en tant qu'avocats et surtout en tant que juristes, nous voulons dire aux gens de ne pas les juger à travers les réseaux sociaux. Vous savez, il y a maintenant une justice des réseaux sociaux, mais ce n'est pas cette justice des réseaux sociaux qui a pignon sur rue ou qui aboutit à une procédure judiciaire normale. Il a été interpellé par la police au niveau de l'Espagne. Il bénéficie de ces principes universels qui est d'application de par le monde, le principe de la présomption d'innocence. Il faut que la police les défère devant les juges d'instruction, devant le magistrat qui est chargé d'instruire le dossier. Et au regard de tout cela, lui aussi, il va s'armer avec ses avocats pour se défendre. C'est après, parce qu'en ce moment-ci, je pense qu'il est au niveau de la police ou si pas au niveau du parquet, c'est que nous sommes dans la phase qu'on appelle la phase de l'instruction de la cause, pour chercher à savoir si effectivement le fait tel que lui reproché va dans le même sens que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux. Donc cette partie-là en droit, l'instruction est toujours secrète. Elle n'est pas à la portée de tout le monde. C'est à la portée du magistrat qui est en train d'examiner les dossiers et de la police judiciaire qui peut aussi accompagner les magistrats dans certains devoirs. Donc, Eric Mandala étant une personne en train de bénéficier de la présomption d'innocence, nous ne pouvons pas les juger à travers les réseaux sociaux. Il faut attendre que les juges évoluent, l'instruction évolue, et que si les faits mis à sa charge sont fondés, il sera déféré devant les juges, et les juges vont peut-être juger la cause, et au regard des faits, du dossier, des preuves, on peut arriver à conclure s'il y a lieu à sanctionner ou pas. Mais ce que nous n'avons peut-être pas apprécié, c'est que les Congolais ont vu ces jeunes commencer quelque part, évoluer, et aujourd'hui,
alors qu'il est en train de passer par les moments sombres de l'histoire de sa vie. Il ne faut pas que les Congolais puissent avoir cette attitude-là de rejet. C'est notre frère. Nous devons le soutenir, nous devons l'accompagner, c'est-à-dire nous devons lui témoigner de la compassion. Il se peut qu'à la fin, les juges aboutissent que c'est une histoire montée de toutes pièces, qu'il serait peut-être victime. Ça arrive en matière des stupéfiants, en matière de la drogue, cocaïne, tout ce que vous voulez. Il y a toujours eu beaucoup de victimes. Hein. Des fois, il y a quelqu'un qui vous colle, on vous tend un guet-apens et puis vous êtes dedans, on tombe sur vous. Alors, toutes ces questions ne peuvent être qu'élucidées par les juges. Donc, moi, je crois que nous, Congolais, nous devons être solidaires. Parce que c'est un Congolais, il a donné du travail aux Congolais, même s'il a quand même influencé d'une certaine manière la jeunesse congolaise. Alors, apportons-lui notre soutien en tant que pays, en tant que Congolais, et pourvu qu'il soit jugé dans les meilleures conditions possibles. Et après cela, on verra si les faits sont fondés. Bon, il va utiliser ce voie de recours. Hein. Est-ce qu'à ce niveau, l'État congolais peut intervenir comme le feraient les Américains ou les Français pour leurs ressortissants? Mais tout à fait. Nous avons une ambassade, je crois, il a été arrêté en Espagne. Nous avons, je ne sais pas, une ambassade ou une représentation diplomatique à ce niveau-là. Bon, il faut comprendre maintenant, relativiser l'intervention de l'État congolais. L'État congolais ne va pas intervenir dans les dossiers judiciaires, mais l'État congolais doit intervenir sur le plan diplomatique pour veiller que le droit de M. Mandela, comme le dit la loi ou la constitution espagnole et les actes et traités internationaux sur le droit de l'homme soient respectés. Que ces droits soient respectés, qu'ils soient jugés dans les meilleures conditions possibles, comme on le ferait pour n'importe quel autre citoyen espagnol soit-il. Qu'il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas des poids, des mesures, parce qu'il est congolais, parce qu'il a une peau noire, qu'on puisse le soumettre à certains traitements dégradants. Donc là, l'État congolais peut intervenir pour veiller tout simplement que les droits de l'intéressé soient protégés et qu'il soit jugé dans les bonnes conditions. Et si le juge espagnol rend son verdict, en ce moment-là, on pourra voir ça, c'est un autre aspect des choses sur le plan de la coopération dans le domaine judiciaire, on peut voir. Mais pour le moment, l'État congolais, et c'est comme tout autre Congolais qui se trouverait à l'étranger, il a droit de bénéficier de la protection diplomatique de son pays d'origine ou des pays dont il détient la nationalité. La République démocratique du Congo doit accompagner notre compatriote parce que jusque-là, il est encore innocent. Ce n'est pas parce qu'on lui a trouvé avec des stupéfiants qu'il en est l'auteur. Il n'y a que les juges, à l'issue de l'instruction, comprendra si effectivement les faits sont fondés ou pas. Et si les faits ne sont pas fondés, il sera relaxé. Il va retourner dans son pays et va continuer avec ses affaires. Et en ce moment-là, vous imaginez quel ne sera pas les dangers pour toutes ces personnes qui, dans les réseaux sociaux, sont en train de tirer contre leurs frères, alors qu'en ce moment, qu'il est en train de connaître une situation si délicate, il a besoin du soutien de tout le monde. Nous ne sommes pas là en train d'encourager le mal. Vous comprenez, mais nous sommes en train de nous appuyer sur le droit pour dire qu'il est encore innocent et il n'y a qu'un jugement ou un arrêt qui peut établir sa culpabilité, qui peut établir qu'il est coupable de ceci ou cela. Et en ce moment, on pourra parler un autre langage. Mais pour le moment, il bénéficie de la présomption. Donc, il a droit de bénéficier de la compassion de tous les Congolais et même de son pays, la République démocratique du Congo. Nous allons à la régie suivre un élément sur Eric Mandala et nous revenons après. Monsieur, ces jours-là, vous étiez moi la King Gongola, vous vendez le pétrole? Oh, moi je vendais le pétrole, j'étais vraiment la King Gongola. Non, je faisais l'avenir à venir, King Gongola, King Gongola. Et aujourd'hui, quand je reste moi-même, donc ça m'a fait du bien, j'ai dit, oh, moi la King Gongola, je peux avoir de maison partout. Ah, donc c'est bien, peut te ramasser à zéro de te faire héros. Hein? C'est l'affaire du choix aussi. Ok, waouh, félicitations, monsieur. Ah, vraiment, c'est inspirant d'entendre ça. Ah, yeah. Monsieur, ces jours-là, vous étiez moi la King Gongola, vous vendez le pétrole? Oh, moi je vendais le pétrole, j'étais vraiment la King Gongola. Non, je faisais l'avenir à venir, King Gongola, King Gongola. Et aujourd'hui, quand je reste moi-même, donc ça m'a fait du bien, j'ai dit, oh, moi la King Gongola, je peux avoir de maison partout. Monsieur, ces jours-là, vous étiez
Moi, la King Gongola, vous vendez le pétrole? Oh, moi je vendais le pétrole, j'étais vraiment la King Gongola. Non, je faisais l'avenir à Penny, King Gongola, King Gongola. Et aujourd'hui, quand je reste moi-même, donc ça m'a fait du bien. J'ai dit, oh, moi la King Gongola, je peux avoir de maisons partout. Ah, donc c'est bien, peut te ramasser à zéro, de te faire héros. Hein, c'est l'affaire du choix aussi. Ok, waouh, félicitations, mes séries. Ah, vraiment, c'est inspirant d'entendre ça. Ah, Merci beaucoup. Nous prenons la dernière ligne droite avec notre dernier point. Donald Trump est le 47e président des États-Unis d'Amérique. Il a prêté serment, il a signé des décrets et il a pris des décisions. Il va mener des actions. Comment ceux qui ont choisi les États-Unis d'Amérique comme seconde patrie doivent se tenir? Nous allons en parler avec notre participant depuis Saint-Louis, en Missouri, Maître Freddy Toumba Nyangwile. Okay. Thank you, sir. This next executive order is about protecting America from foreign terrorists and other national security and public safety threats. Again, crisis at the border, but it goes beyond that and it implicates other executive powers as well. Okay. President Trump, if cartels are now going to be seen as foreign terror organizations, would you think about ordering U.S. Special Forces into Mexico to take them out? Could happen. Stranger things have happened. Mr. President, And that was actually sure that Maduro will accept Venezuelans? Say it. How will you make sure that Maduro will accept Venezuelans? Well, we're going to see on Venezuela. We're looking at Venezuela very strongly. It's a country I know very well for a lot of reasons, and it's, boy, it was a great country 20 years ago, and now it's a mess, right? Sir, can we expect ICE raids starting tomorrow in major cities? What does that mean? Can we expect ICE raids in major cities tomorrow? I don't want to say when, but it's going to happen. Has to happen, or we're not going to have a country left. This is actually an executive order designating the cartels and other organizations to be foreign terrorist organizations. That's a big one. Yes, sir. People have wanted to do this for years. So they are now designated as terrorist organizations, foreign. And Mexico probably doesn't want that. But we have to do what's right. They're killing our people. They're killing 250, 300,000 American people a year. Not 100, like has been reported for 15 years. It's probably 300,000. This is an executive. You just said Mexico doesn't want that. How are you going to deal with this? I don't know. You'll have to ask them. Sir, this is an executive order entitled Protecting the American People Against Invasion, which again deals with the southern border and the unprecedented admission of illegal aliens across the southern border. What do you see the biggest national security threat to the U.S., Mr. President? What's going to be your priority on foreign policy? Say? What's going to be your priority on foreign policy? What do you see as the biggest national foreign security policy is a big statement. I mean, my priority on foreign policy, it's going to be to keep America safe. Very simple. It's a big question, though. That's a very big question. Who is going to be the first foreign leader that you plan to meet, or who are you going to call tomorrow on your first day in office? I've already been meeting people. I've been meeting them. I've been talking to them. I met with Prime Minister Trudeau, who I call Governor Trudeau. I met with numerous foreign leaders. Go ahead. Sir, this next order relates to the definition of birthright citizenship under the 14th Amendment of the United States. Yeah, that's a good one. Birthright. That's a big one. What about that one in the courts? That one is likely to be challenged. Could be. We think we have good grounds, but you could be right. I mean, you'll find out. It's ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, you know, we'll see. We think we have very good grounds.
Sir, People have wanted to do this for decades. Sir, this is a proclamation declaring a national emergency at the southern border of the United States. That's a big one. A lot of big ones, huh? You know what that means, right? President Trump, did President Biden leave you a letter? He may have. Wait. Don't they leave it in the desk? I don't know. Oh. What's in there? Thank you, Peter. It could have been years before we found it. Wow. Thank you. What does it say on the outside? Maybe we should all read it together. Let's read it. Well, maybe I'll read it first and then make that determination. That sounds great. Peter, thank you very much. I may not have seen this for months. Happy to help with the passing of the torch. I did. I left him one in the desk just like this. What are you talking about? Unification of our country. You know, I didn't know that he gave a pardon to his family because he did it during my speech. He didn't tell you in the limo? No, he didn't tell me. No. He did it. They released it during my speech. I mean, during my speech. So all I could do was say, excuse me, I'd like to come back and speak some more. So, no, we were surprised by that. Selon vous, comment maintenant ceux qui ont immigré dans ce pays, ceux qui ont choisi cette patrie comme leur seconde patrie, doivent maintenant se tenir? Maître Freddy Toumba Nyangwile. Ce que nous devons dire à ce stade, c'est que les gens ne doivent pas tellement paniquer comme les gens sont en train d'envoyer des réseaux sociaux avec des faux messages, tout ça. On est en train de pourchasser les gens. Non, en fait, les États-Unis devons quand même noter que c'est un pays de droit. Et par rapport, comme vous savez, s'il faut rester aux États-Unis, parce qu'on parle de Donald Trump, 47e président qui a pris ses fonctions en prêtant son serment le 20 janvier dernier, nous dirons tout simplement que aux États-Unis, comme partout ailleurs, il y a ce qu'on appelle la migration normale. C'est-à-dire cette immigration normale des personnes qui sont venues aux États-Unis, ce n'est pas un secret. Hein. Il y a ce qu'on appelle la dévéloterie. Et ces gens-là qui, de par le monde, peuvent avoir la possibilité, après avoir appliqué à cette visa-là et qui ont été sélectionnés, ils viennent aux États-Unis, ils n'ont pas de problème. Quand ils arrivent, ils ont leur green card. Et cette green card, après 5 ans, si vous le désirez, vous pouvez devenir, solliciter la nationalité américaine et devenir américain. Et ces gens-là ne doivent pas, ils ne doivent pas être considérés comme des illégaux. Non, ce sont des personnes qui sont venues par la voie normale. Et ces personnes qui sont venues par la voie normale, la loi américaine leur donne aussi la possibilité de regroupement familial pour des personnes qui sont arrivées et qui ont des enfants qu'ils ont adoptés ou qui ont des enfants qu'ils ont laissés au pays, épouses et consorts. Ils peuvent les appeler ici aux États-Unis à travers le regroupement familial et ils vont arriver et une fois qu'ils arrivent, les États-Unis étant un État de droit, on leur donne la green card et puis ils sont immigrés, mais des immigrés réguliers. Bon, à côté de cela, il est vrai qu'il y a une catégorie des immigrés que l'on peut considérer ou qualifier des illégaux. Et ça n'existe pas qu'aux États-Unis. Partout au monde, même en République démocratique du Congo, nous avons aussi des immigrés qui sont illégaux. D'ailleurs, là-bas, c'est tout un foyer parce qu'il n'y a pas un système de contrôle, n'importe qui peut venir, tout ça. Donc, des illégaux, il y en a dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un seul pays, même dans les pays les plus pauvres du monde, il y a toujours des immigrés qui ne sont pas en ordre avec le papier. C'est de ces personnes-là que l'on peut réfléchir autour d'eux. Et par rapport aux personnes qu'on appelle des immigrés qui sont illégaux, il y a des catégories. Il y a la catégorie des personnes qui ont demandé l'asile. Vous comprenez? Dans l'asile, parce que pour demander l'asile, il faut faire partie de ces pays-là ou des pays éligibles dont les ressortissants sont éligibles, des pays en guerre, des pays en souffrance, ainsi de suite. Les ressortissants
ils peuvent, une fois arrivés aux États-Unis, demander, demander l'asile. Alors, quand vous demandez l'asile, le dossier est ouvert au niveau des États-Unis. On ne vous repousse pas en même temps. On vous donne même la possibilité de travailler en vous donnant les work permits, donc un permis de travail. Vous allez commencer à travailler, mais dans l'entretemps, vous êtes suivi au niveau de l'immigration, c'est-à-dire que vous devrez apporter des preuves qui attestent qu'effectivement, vous ne pouvez pas retourner dans votre pays parce que vous courez un danger imminent. Et là, il y a des volets. L'immigration paye pour des personnes qui sont entrées aux États-Unis avec un visa normal, mais pas un visa d'immigrants, mais c'est un visa de tourisme, par exemple, qui, en venant, ils ont fait une interview disant que nous allons pour une raison et nous allons rentrer. Et ceux qui ont peut-être décidé de ne pas rentrer parce qu'ils ont estimé qu'ils veulent demander l'asile aux États-Unis, ils font leur demande et ça tombe au niveau de l'immigration et l'immigration va examiner les dossiers. Si l'immigration pense que vous êtes, à votre déclaration, vous avez convaincu avec les preuves et tout que si vous rentrez dans votre pays, vous pouvez subir le torture ou le traitement dégradant et tout, on peut vous accorder à ce niveau-là de l'immigration. Mais si ça ne marche pas au niveau de l'immigration, ce n'est pas une fin en soi. Lorsque l'immigration en tant qu'administration ne vous donne pas, rejette votre demande ou estime que votre demande n'est pas fondée, l'immigration vous envoie devant les juges. Vous comprenez? Et les juges vont examiner votre dossier avec des preuves et tout. Les juges n'est pas lié par la décision de l'immigration. Les juges par la décision de l'immigration. C'est-à-dire les juges peuvent vous accorder les droits, tout comme les juges peuvent rejeter. Et si les juges rejettent, en ce moment-là, on vous donne l'ordre de partir, de quitter le territoire américain, après avoir évidemment vidé toutes les voies de recours. Bon, à côté de cela, il y a d'autres personnes qui sont ressortissantes des États qui ne peuvent pas, qui ne sont pas éligibles en tant que ressortissants pour demander. C'est-à-dire on estime que leurs pays, ce sont des pays stables et ils n'ont pas de difficultés pour ceci, cela. Bon, ceux-là, ils n'ont pas de dossiers pour la plupart ouverts. Et c'est le cas de la plupart des populations qui viennent aux États-Unis en provenance de l'Amérique latine. Et ce sont ces gens, mais comme ils sont aussi nombreux, ils se sont imposés. Et ceux qui ont des papiers, ils créent des sociétés et ils emploient les citoyens de leur pays juste pour leur permettre de vivre. Mais dans l'entretemps, ce sont des personnes comme cela, n'ayant pas de dossier, qui peuvent faire l'objet d'inquiétudes. Mais parce que moi je suis congolais, je parle plus pour nos frères congolais et nos frères congolais en particulier, africains en général, il est question de s'apaiser parce que le président peut avoir pris une mesure de manière générale, mais ce n'est pas le président qui va descendre pour arrêter, renvoyer les gens. Donc, c'est les juges en réalité qui vous renvoient lorsque les juges examinent que vous êtes dans une situation d'illégalité. Mais si vous êtes un demandeur d'asile, on doit examiner votre asile jusqu'à la fin. Vous comprenez? Ce sont des nuances que nous devons tous comprendre pour ne pas trop paniquer. Donc, peut-être autre chose que l'on peut ajouter à titre d'information, c'est que l'entrée peut-être au niveau de la frontière, avec les décrets qui a décrété l'état d'urgence au niveau des frontières, devient presque difficile, si pas impossible d'entrer, parce qu'on peut vous recevoir comme demandeur d'asile, même au niveau de la frontière, mais ce sera un peu différent, parce qu'à l'époque, lorsque vous sollicitez au niveau de la frontière, vous entrez d'abord aux États-Unis, et à partir des États-Unis, on va commencer à examiner votre dossier. Mais maintenant, avec ces décrets-là, on ne vous laisse pas entrer aux États-Unis. On vous laisse au niveau du Mexique, on reçoit votre demande, on traite au niveau du Mexique, et si ça tient, vous pouvez entrer, et si ça n'aboutit pas, donc on vous renvoie à partir du Mexique. Ce sont des nuances, mais ce n'est pas vraiment les bruits, mais c'est que nous devons aussi insister, surtout pour nos frères qui sont demandeurs d'asile, dont les dossiers sont encore en étude. Nous leur demandons tout simplement de veiller, parce que lorsque vous faites une demande, on vous donne les permis de travail, on vous donne aussi le social, on vous suit dans votre manière de vous comporter.
Donc, il faut éviter la commission des infractions, toucher aux armes, à la drogue, à toutes ces questions-là, éviter trop de tickets que vous ne payez pas. Cela peut avoir de l'influence sur la décision que le juge peut prendre contre vous. Mais si vous êtes un monsieur ou une femme correcte et que le temps que vous avez passé aux États-Unis avec votre work permit, vous travaillez correctement, vous ne tombez pas sous le coup de beaucoup d'infractions, de tous ces éléments-là qui peuvent vous mettre mal, vous finirez par avoir votre résidence et puis y rester faire votre vie et faire vos rêves aux États-Unis. Mais nous voulons peut-être conseiller aux gens de vivre correctement, mais tous ces bruits que l'on entend, on pourchasse ici, on pourchasse à gauche, à droite, ça semble être vraiment une panique qui n'est pas fondée, parce que nous sommes dans un pays de droit, les États-Unis, où les droits des uns et des autres doivent être respectés. Si vous avez fait une demande d'asile, c'est les juges qui doivent aller jusqu'au fond et comprendre si c'est fondé, vous restez, si ce n'est pas fondé, et prendre une décision, et c'est après la décision du juge qu'on peut vous déporter. Maître Freddy Toumba, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce magazine. C'est moi qui vous remercie, M. Katete. De partout où nous avez suivi, nous avons reçu pour vous Maître Freddy Toumba Nyangwile depuis la ville de Saint-Louis en Missouri. Nous avons échangé dans ce magazine spécial décryptage.